Alors, par rapport à cet exercice qui était à faire, donc c'est l'exercice 12. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est un peu étude de fonction. Puis à la fin, on se rend compte que il y a une petite surprise. Alors, l'idée, c'est une fonction définie par une intégrale, où la borne, ou la variable, est comprise dans les bornes. Alors ici, notamment la borne du dessous, il n'y a pas de petit x, mais ça pourrait être tout à fait possible. Donc ici, on a une somme de deux intégrales, 0 à sinus carré de sinus racine de t dt, et intégrale de 0 à cosinus carré de arc cosinus racine de t dt. Domaine de définition, donc là, c'est une version qui a été envoyée, c'était pas mal du tout, on avait un petit peu vu des choses ensemble. Ici, alors on veut t positif et peut-être un chouïa rapide. Donc là, on va préciser un petit peu. On veut pas seulement t positif, on a arc, la fonction qui a t associée à sinus de racine de t qui est continue sur 0,1. Or, t appartient à 0 sinus carré qui est inclus dans 0,1. Donc, on va pouvoir conclure que daf égale r. Donc, si je rajoute un petit peu, qu'est-ce que je veux mettre? Donc, ici, tac, tac. On veut pas vraiment seulement t, non, on veut pas seulement t dans 0,1. On veut, tac, je reprends mon stylet et je rectifie à côté. Donc, ici, petite étoile. Alors, on va donner des petits noms aux fonctions. Est-ce qu'elles ont été nommées après ou pas? Elles n'ont pas été nommées. Donc, on va dire des petits a petit b. Ce sera cohérent avec ce qu'il y a derrière. Donc, la fonction petit a qui a t associé à sinus de racine de t et continue sur 0,1. Ça, on le dit directement. Idem pour petit b. Pour b qui a t associé arc cosinus de racine de t. Conséquence, donc c'est là ce que je voulais rajouter ici. Tac, 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 tac. F de x défini. C'est seulement si. Non, je vais la rajouter à côté. Je vais pas avoir cette place ici, autant pour moi. Je supprime, je vais juste écrire la même chose. Tac, tac. Où est-ce qu'il est mon truc? Ici. Bon, je le greffe un petit peu là. F de x est défini si et seulement si sinus carré x appartient à 0,1 et idem cos carré x appartient à 0,1. Et après, par contre, ça c'est toujours vrai, on se retrouve avec df qui est égal à grand R. Donc je cache un tout petit peu ça qui n'était pas totalement complet. Est-ce que ce passage-là, il y a des questions? Pas de soucis, ça a l'air à peu près bon. Alors, on continue un petit peu. Ensuite, la définition, c'est grand R tout entier. Mais étudier la fonction sur grand R tout entier, là, on peut éviter un petit peu. Première chose pour la parité. On veut calculer f de moins x. Ici, ça revient, effectivement, c'est ça qu'il faut faire. Dans les bornes, on remplace x par moins x. Donc là, on a sinus carré de moins x, ce qui se transforme en moins sinus x au carré. Et après, idem pour cosinus carré de moins x. Mais cosinus de moins x, c'est égal à cosinus x. Donc là, on retombe sur cos carré. Et ici, le moins sinus x au carré, c'est ce qui est en dessous, est égal à sinus carré. Donc au final, rien n'a changé. On a les mêmes intégrales, f de moins x égale f de x. Et donc, conclusion, la fonction f est paire. Ensuite, pour la périodicité, c'est le même principe. Là, je vous rappelle pour les périodes, n'essayez pas de faire des calculs avec des grands T quelconques. Vous regardez bien la fonction dans les yeux, vous regardez un petit peu par rapport aux périodes classiques que vous avez, que vous connaissez, et c'est à partir de ça que vous trouvez. Ici, sinus et cosinus sont deux pi périodiques. Vous avez même un petit schéma à côté. Si on s'intéresse à sinus carré et cosinus carré, elles sont donc pi périodiques. Ça, c'est peut-être des choses assez classiques que vous avez vues en physique en général en termes de signaux. Conséquence, exactement avec le même genre de calcul qu'au-dessus, si on veut préciser, la fonction grand F, elle va être pi périodique. Parce que si on remplace
x par x plus pi dans les intégrales, on va avoir sinus carré de x plus pi égale sinus carré x, idem pour cos carré, et donc on va retomber sur grand f de x. Conclusion, on va donc pouvoir réduire l'intervalle d'étude à 0 pi sur 2. Est-ce que jusqu'ici il y a des questions? Est-ce que c'est à peu près bon? Pas de souci? D'accord. Alors, pour la partie dérivalité, donc ici, je vais rajouter des petits compléments par rapport aux notations des fonctions, mais sinon, il n'y a pas trop de soucis. Alors, la fonction grand f, alors, grand f continue sur 0 pi sur 2. Là, ici, je pense que... Enfin, ça, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. C'est pas faux. Mais ici, si c'est par rapport au point méthode, ce qui nous intéresse, c'est plutôt que la fonction à l'intérieur soit continue. Mais comme de toute manière, c'est marqué juste en dessous, ça, je vais pas le cacher complètement, je vais le mettre entre parenthèses. C'est pas vraiment essentiel ici. Donc ça, vous pouvez l'enlever. En revanche, après coup, ça c'est beaucoup plus important. Ici, avec notamment, ce qui est très bien mis, la référence à la continuité. Alors par quantité de arc sinus, et même de arc sinus racine de t si on veut, mais à rigueur ça passe. En existence d'une primitive, je vais juste rajouter le t flèche qui manquait. Une primitive, alors comment je vais rectifier ça? La primitive elle s'appelle juste grand A. Idem en dessous, la primitive elle s'appelle juste grand B. Et en revanche, on primitive la fonction qui a t associé. C'est pas ça que je voulais. Et ici pareil, t flèche arc cosinus racine de t. Donc on a des fonctions grand A et grand B pour ces deux fonctions, petit a et petit b qui étaient juste au-dessus. Conséquence, on va pouvoir dire que pour tout x entre 0 pi sur 2, f de x c'est grand A de sinus carré moins grand A de 0, plus b de cos carré moins grand b de 0. Alors pourquoi c'est pas sur 0,1 Ici, oui effectivement, c'est 0,1 ici. Vous avez tout à fait raison. Celle-ci, c'est sur 0,1. Il y avait une petite faute de frappe, on va dire. Donc, tac, tac. Tac. Donc, effectivement, ces fonctions-ci, c'est sur 0,1. Mais grand F est défini sur 0 pi sur 2. Enfin, elle est étudiée sur 0 pi sur 2. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est une faute de frappe, ça, on va dire. Donc là, c'est bien 0 pi sur 2. Là, on est bon. Grand f de x est égal à grand A de sinus carré moins grand A de 0 plus b de cos carré moins b de 0. Alors, ici, en vrai, cette égalité-ci, elle est valable sur grand R. Là, à la rigueur, vous mettez ce que vous voulez. Par opération, là, c'est très bien. On a des composés de fonctions dérivables. On en conclut que grand f est dérivable. On utilise, là, c'est très bien mis, que b' de t, c'est arc cosinus racine de t. Grand A' de t, c'est arc sinus racine de t. Pour obtenir cette simplification-ci, on dérive le sinus carré. Il y a un 2 fois cos fois sinus, A' de sinus carré. On dérive le cosinus carré. Ça fait re 2 fois sinus fois cos, mais avec un petit moins devant, avec b' de cos carré. Et on se rend compte, alors pardon, petite parenthèse déjà, qui était très bien mise, les A0, B0, ce sont des constantes. Attention, lorsqu'on dérive, ils disparaissent. C'est tout. Ensuite, là, un petit truc, un chouïa rapide peut-être, que je vais rajouter une petite ligne. Lorsque vous avez ce A' de sinus carré, il manque une toute petite étape. A' de sinus carré, c'est a priori par cos, excusez-moi, c'est l'autre. C'est arc sinus de racine de cosinus carré x. Donc a priori, je vais un tout petit peu décaler tout ça. Ah, il y a un morceau qui n'est pas venu.
Donc a priori, ce truc-là, c'est arcsinus. Ah, je me suis trompé encore. Excusez-moi. Là, c'est pas cos, c'est sinus. Donc c'est arcsinus de sinus carré de petit x. Oui, vous avez raison, vous l'aviez vu. C'est-à-dire arcsinus de valeur absolue de sinus x. Et c'est ce petit point-là qui manquait. La valeur absolue ici, en fait, elle est inutile. Je vais mettre comme ça à la suite. Égal arcsinus de sinus x, car le sinus x est supérieur ou égal à 0. Et ici, j'insiste bien, c'est parce que on est sur 0 pi sur 2. Donc là, hop, petite flèche, touc, touc, touc. Ici, si on n'était pas ramené le mode d'étude à 0 pi sur 2, là on était coincé. Première étape. Et deuxième étape, là il a bien fait référence, on a du arc sinus de sinus qui apparaît, on a du arc cosinus de cosinus. Je répète que a priori, arc sinus de sinus, ça ne se simplifie pas tout le temps. C'est valable lorsque, pour le sinus, x est entre moins pi sur 2 pi sur 2. Pour le arc cosinus de cosinus, c'est lorsque x est entre 0 et pi. Là, on a du bol. Comme on est sur 0 pi sur 2, les deux marchent. On se retrouve donc avec fois x, tout simplifie, et ça fait 0. Donc ça, c'est la petite surprise qui tombe. Alors, petite question. Pourquoi elle est dérivable sur 0 pi sur 2? Alors, une fois que vous avez ça, l'expression de grand F de x, alors A0, B0 sont des constantes. Grand A et grand B sont des primitives, donc elles sont dérivables sur, alors pour elles c'est sur 0,1. Sinus carré et cosinus carré sont dérivables en tant que fonction usuelle. Conséquence, par composé, grand F est bien dérivable. Donc je peux le rajouter en dessous vite fait, ici. Grand A et grand B, c'est peut-être ce truc-là qui manque. Dérivable, car primitive. Avant c'était par rapport à dt, maintenant df par rapport à dx, pourquoi c'est la même? Alors attention, les variables, alors sauf s'il y a une incohérence, mais les variables c'est des variables muettes, donc vous pouvez les appeler x, t, w, ça à la rigueur, on s'en fiche complètement. Ici l'usage, et d'ailleurs je crois que ça a été pas mal respecté, lorsqu'on parle de les petites fonctions qui sont à l'intérieur des intégrales, bah on met plutôt des petits t, étant donné que c'est une référence au dt de l'intégrale, et on garde le petit x pour la variable de la fonction globale. Donc là, ça a été bien respecté. Et dans le calcul dérivé, alors les primitives grand A, là c'est avec un petit t, c'est cohérent parce que ça correspond au petit t qui est dans l'intégrale. En dessous, on a bien pour tout x, f de grand x, et là on est repassé en petit x parce qu'on a remplacé t par sinus carré si vous voulez. Donc non, il n'y a pas de souci, là c'est du x, non, il n'y a pas de souci. Alors, il faut garder une certaine cohérence. Effectivement, c'est la muette, donc on peut mettre ce qu'on veut. Après, c'est mieux de garder une certaine cohérence. X dans les situations où c'est la borne, et petit t lorsque c'est l'intérieur intégrale. Maintenant, retrouver grand F, et là, c'était un petit peu le mystère. Donc on va compléter un petit peu ça ensemble. Ici, alors, bien sûr, on a une fonction grand F qui est dérivable de dérivée nulle. Vu qu'on est sur 0 pi sur 2, et d'ailleurs, même du coup sur grand R, parce que pour simplifier ce calcul-là, on a trouvé 0 en étant sur 0 pi sur 2. Mais grâce à la parité et à la périodicité, cette dérivée, elle est en fait nulle sur R tout entier. Conséquence, la fonction f, elle est constante. Donc on complète un petit peu ça. Grand f' est égal à 0 sur l'intervalle. Alors pour l'instant, on va mettre 0 pi sur 2. Et après, on répercutera partout. Donc, grand F est constante. C'est-à-dire, si on l'écrit de manière symbolique,
il existe un petit cas dans grand R, tel que pour tout x dans 0π sur 2, f de grand X égale K. Donc rappelez-vous ce genre de choses, il faut savoir l'écrire bien comme il faut, bien proprement, avec les quantificateurs dans le bon sens. Maintenant, est-ce que quelqu'un saurait nous redire, lorsqu'on a ce genre de choses, qu'est-ce qu'on va utiliser pour retrouver cette valeur de K? Alors, on prend une valeur, on pose une valeur, voilà. Donc, alors, on pose une valeur, on cherche une valeur particulière, on a vu un certain petit x. Alors maintenant, la grande question, c'est quel petit x? Est-ce que quelqu'un a trouvé un petit x qui marche? Ah ah. Il y a moins de réponses là. Alors c'est là où il y a une petite feinte. C'est là où il y a une petite feinte. A priori, quand vous avez ce genre de choses, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est de dire bon, je vais prendre x égale 0, ça a l'air bien. On remonte un petit peu dans l'expression. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Si on remplace x par 0, première intégrale, sinus carré de 0, 0. Chouette. Là on se dit c'est super, première intégrale disparaît. Et on a ensuite intégrale de 0 à 1 de, mais c'est là où c'est moins sympathique, de arc cosinus de racine de t dt. Alors, petite parenthèse, on peut, en forçant un petit peu le calcul, à grand coup d'IPP, éventuellement champ de variable, on peut effectivement calculer, primitiver arc cosinus de racine de t. Ça se fait, mais là, c'est pas forcément le but, on peut être un petit peu plus feinteux. Si on prend x égale pi sur 2, parce qu'après tout on se dit on est sur 0 pi sur 2, hop, j'ai passé l'autre côté. Si on prend x égale à pi sur 2, c'est la deuxième intégrale qui s'annule, parce que cosinus pi sur 2 vaut 0, mais on se retrouve de l'autre côté avec intégrale de 0 à 1 de arc sinus racine de t. Cependant, il reste un troisième choix, au milieu. Si on prend x égale pi sur 4, sinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Conséquence, effectivement, le sinus et le cosinus vont être égaux, donc les deux bornes sont les mêmes. Conséquence, on va pouvoir regrouper ces deux intégrales en une seule intégrale de arc sinus racine de t plus arc cosinus racine de t. Et là, ça c'est un truc très très classique, alors qui date un petit peu. Arc sinus plus arc cosinus. Je vous laisse méditer, on écrit le début et vous essayez de vous rappeler ce qu'on sait sur arc sinus plus arc cosinus. Alors, donc évaluant 0, on va le mettre à côté. En dessous, évaluant 0 et pi sur 2, on va dire n'est pas très engageant. Ça se ferait en vrai. Ici, hop, je reprends en couleur normale. Tac, tac. Justement, pas 0. Ici, on évalue en x égale pi sur 4. Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce qu'on peut penser à ce x égale pi sur 4? C'est pour avoir les mêmes bornes dans les deux intégrales. Alors, petite question, comme on a, ça on verra après. Alors, ensuite, si on évalue en x égale pi sur 4, on se retrouve avec hop, grand F de pi sur 4. On va avoir l'intégrale de 0 à 1/2 de
il manque un C, arc cosinus de racine de t dt, de arc cosinus de t, plus, hop, on additionne tout d'un coup, arc sinus de racine de t dt. Ensuite, petit rappel. Donc là, effectivement, il faut se rappeler de ce truc-là, mais c'est un grand classique. Tac. Pour tout, je mets un petit U. Pour tout petit U dans moins 1, 1. Alors, arcsinus U, puis arcosinus de U, plus arcosinus de U. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle à quoi c'est égal? Alors, pi sur 2, plus ou moins pi sur 2. Alors, le plus ou moins pi sur 2, ça c'était lorsqu'on avait du arc tangente. Parce que, petit rappel au passage, effectivement il y a un autre truc classique dans le genre, c'est quand on avait arc tangente de 1 sur x. Et pourquoi est-ce qu'il y avait une rupture dans la valeur? Parce qu'on n'était pas sur un intervalle, on était sur deux intervalles, justement c'était le piège à l'époque. On travaillait sur R plus étoile et sur R moins étoile. Mais ici, arc sinus U plus arc cosinus U, les deux fonctions sont gentiment définies continues sur moins 1 tout entier, donc il n'y a aucune raison que ça change. Alors, ici, effectivement, pour le retrouver le principe, les dérivées de ces deux fonctions-là sont opposées. Donc lorsqu'on additionne ces fonctions, la dérivée est nulle. Donc la fonction est constante. Ça c'est très facile, ça se fait de tête. Et une fois qu'on sait qu'elle est constante, on prend par exemple u égale 0. Arc sinus de 0, ça fait 0. Alors rappelez-vous les petites phrases, puis il faut au passage. Arc sinus de u, c'est le nombre, l'angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 dont le sinus vaut u. Ici, si on imagine un cercle trigo, l'angle dont le sinus vaut 0, c'est 0. Pour arc cosinus, c'est l'angle entre 0 et pi dont le cosinus vaut ici 0. Si on est entre 0 et pi, on est au-dessus du cercle trigonométrique, c'est donc pi sur 2 qui va nous aller. 0 plus pi sur 2, on tombe sur pi sur 2. Et ça, alors, c'est un grand classique, ça se fait presque de tête. Ça se fait quasiment de tête comme je viens de vous le faire ici. Dérivée opposée, quand on fait la somme, dérivée nulle, fonction constante, je prends u égale 0, 0 plus pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Conséquence dans l'intégrale, je reviens au calcul normal. F de pi sur 4, on va se retrouver avec l'intégrale de 0 à 1 demi de pi sur 2 dt, c'est-à-dire pi sur 4. Mais comme la fonction est constante, elle est en fait de valeur pi sur 4 partout. Alors, conclusion, tac. Alors là, hop. Et on est bon là-dessus. Est-ce que... Alors la feinte. La feinte, en fait, c'est tout simplement de se dire, c'est pas de chercher à trouver une borne simple, c'est de chercher à faire en sorte que les bornes soient les mêmes dans les deux intégrales. Donc c'est ce qui est marqué là un petit peu en haut à droite, la feinte, on va dire. Ce morceau-là. C'est bon? Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je vous laisse ça 5 secondes éventuellement. Et puis après, on va passer à autre chose. Et bon. Ah.
il y a quand même un très léger avantage au fait qu'on soit à distance. C'est que là, je peux enfin ouvrir la fenêtre en grand. Et vous n'êtes pas là pour râler parce que vous avez froid. Je plaisante, hein, je plaisante. Mais bon, il y a un peu de vrai. Allez, on va avancer un petit peu. Vous voyez plus l'écran. Comment ça, on voit plus l'écran? Mais si, vous voyez l'écran. D'accord. C'est ma couche. Ok. Alors, l'exercice 15. Il vous a beaucoup moins inspiré. J'ai eu une seule personne. Alors bravo pour le courage. Alors peut-être que les autres n'étaient pas inspirés ou il y avait d'autres choses à faire, etc. Alors ce que je vais vous proposer, alors là on va avancer un petit peu, du coup on va le différer un tout petit peu. On va avancer un petit peu juste histoire de prendre nos marques, le polycopier de dénombrement. On va essayer de faire ça un petit moment. Le dénombrement, de toute façon, il n'y a quasiment pas de démonstration, donc ça va aller relativement vite. Et après, sur la fin, bah, peut-être qu'on pourra repartir un peu en mode TD. Je vous remettrai l'exercice 15, comme ça, pour qu'il y en ait qui puissent un peu tester, se poser des questions, plus un autre exercice après. Et ce serait pas mal. Alors peut-être qu'on pourrait se fixer des personnes qui préparent certains calculs. Je verrai un petit peu. Le D surtout. Alors le D, du coup, vous avez vu qu'il y avait une petite faute de frappe, j'ai envoyé un rectificatif. Quand on réserve les exos, on le fait sur Discord ou par mail. Comme ça vous semble. Comme bon vous semble, les deux pour Discord, mail, les deux vont tout à fait. Ce qui est le plus pratique pour vous. Alors, on va passer au dénombrement un petit peu. Tac. Alors, je remonte au début. Alors, le but du jeu ici, c'était quoi le rectificatif? Le rectificatif, c'était la petite racine dans le champ de variable. Vous regarderez sur Classroom, tout y était. Alors, dénombrement. Là, le but du jeu, c'est de commencer un petit peu à mettre en place ces probabilités. Alors, chose importante, ces probabilités. C'est assez particulier par rapport au programme de PCSI. Dans un certain sens, on va en faire moins que ce que vous avez fait en terminale. Par exemple, il n'y aura pas de probabilité continue, il n'y aura pas d'intervalle de fluctuation, il n'y aura pas de statistiques, etc. etc. Ouais, pas de souci. Si s'il n'y a pas cette proposition, j'enverrai des messages pour aller. Aucun problème. Alors, par rapport à probabilité, donc en certain sens, vous en ferez moins que si en terminale, mais dans un autre sens, parce que bien sûr, ce qu'on va le faire, par contre, on va le faire à fond. Ça veut dire que notamment, il y aura un aspect très particulier sur les probabilités. En terminale, il y a beaucoup de raisonnements où c'était on fait un joli petit arbre, on fait un petit diagramme et après, pouf, on balance les valeurs. Ça ne marchera plus. On va vouloir tout démontrer proprement, surtout que vous allez le voir vite fait, vous allez le voir très très vite au fur et à mesure. Je peux vous afficher quelques exercices qu'on fera sur la probabilité assez vite. Le prototype surtout, c'est les probabilités conditionnelles. Et la tronche d'exercice qu'on fera, vous allez voir que il n'y aura pas beaucoup de chiffres. Par exemple ici, exercice 4 que j'aime beaucoup, on a juste un entier n, un paramètre p, et on a juste des paramètres, et on veut calculer une probabilité au bout de la énième étape. Là, on a des calculs avec des p et q, etc. On a des trucs complètement abstraits qui vont arriver avec des paramètres dans tous les sens. Donc si vous essayez juste de faire des petits schémas un petit peu en mode comme au lycée avec je fais mes petits arbres et compagnie, ça aura ses limites. Donc ne vous inquiétez pas, on va faire tout ce qu'il faut pour arriver au raisonnement, mais il y aura un petit peu de réflexion à mettre en place. Il faudra accepter qu'il faut rédiger ce qu'on veut. Alors, avant d'arriver au gros machin comme ça, on va commencer par un sous-thème 0 qui est le dénombrement. Alors le dénombrement, ça fait toujours un petit peu peur. Parce que, et c'est toujours le cas, on n'est pas sûr de nous. Il y a souvent des situations où on se demande ah oui mais alors là est-ce que je suis censé faire des produits, est-ce que j'ai oublié des cas, est-ce que j'ai des répétitions, etc. etc. Et oui c'est un petit peu compliqué par moment. Le but de ce chapitre là, ça va être de formaliser un petit peu les choses. Et justement, progressivement, d'arriver à se dire si je me rattache à mes modèles précis, qui vont être les listes, les combinaisons, etc. Si je me rattache à des modèles très précis, je peux
limiter les ambiguïtés, les doutes, les hésitations. Les calculitrices transposées, non, on prend une calculatrice, il n'y aura pas de calcul, il n'y aura pas de chiffre. Non, 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 non. Alors, très exceptionnellement si on a envie, mais sinon, non, non, on fera tout comme ça. Alors, les ensembles finis. Là, c'est juste pour formaliser des choses un petit peu abstraites. Un ensemble fini, c'est, petit rappel, alors pardon, petite notation déjà. Petit rappel, un n entre crochets, c'est, tac, tac, l'ensemble des entiers qui sont entre 1 et n. Donc ça, c'est un truc qu'on a déjà vu, là, on va beaucoup utiliser. Qu'est-ce que c'est qu'un ensemble fini? Un ensemble fini, c'est un ensemble qui peut être mis en bijection avec l'intervalle 1n. Donc c'est une définition complètement abstraite, mais qui est en fait complètement naturelle. Pourquoi est-ce que vous savez que l'ensemble de vos crayons est fini? Alors bon, déjà parce qu'un infini de crayons c'est compliqué, mais aussi parce que tout simplement vous pouvez les dénombrer. Vous pouvez dire il y a le premier crayon, le deuxième crayon, le troisième crayon, et en les prenant dans la main les uns derrière les autres. Ça, lorsque vous faites ça, lorsque vous comptez, vous établissez une bijection entre votre ensemble et un ensemble d'intervalles entiers 1n. Conséquence qui est naturelle aussi, l'entier petit n qui va être associé, on l'appelle le cardinal de l'ensemble fini grand E. Donc si vous avez un ensemble de crayons, lorsque vous les prenez les uns derrière les autres, vous arrivez jusqu'à 5, le cardinal c'est 5, tout simplement. Notation. Plein de notations différentes qui sont totalement identiques les unes aux autres, c'est juste un aspect pratique. Souvent, on mettra cardinal en card en toutes lettres, CRD, c'est ce qui fait le plus penser au cardinal. Mais de temps en temps, on pourra mettre un espèce de grand E en valeur absolue, ou encore un espèce de petit croisillon, un dièse devant le grand E. Et par convention, l'ensemble vide et le cardinal 0. Bon, ça, je pense que vous en doutez. Petite propriété, sur l'ensemble fini, qui est complètement naturel. Si on a un ensemble fini et si on a un ensemble inclus dedans, le sous-ensemble est aussi fini et son cardinal va être plus petit. Donc ça, c'est à repérer, c'est bien sûr complètement naturel. Un petit truc qui peut faire penser à une propriété qu'on a déjà vue, si on a une partie grand A de E, donc si on a une inclusion, si on a le même nombre d'éléments que grand E, ça veut dire que les deux ensembles sont en fait les mêmes. Ah, le micro sature par moment. Je vais essayer de lever un tout petit peu. J'ai monté un tout petit peu le son parce que sur les enregistrements, sinon c'était un petit peu léger. Mais effectivement, du coup, ça sature. Alors, où est-ce qu'on en était? Oui. Donc ici, le cardinal de grand A est égal au cardinal de si le cardinal de grand A est égal au cardinal de E, les ensembles sont égaux. Vous me le redites, si ça sature encore un peu, si ça sature beaucoup, je peux revenir en arrière, ne vous inquiétez pas. Alors, autour des applications. Alors là, pareil, c'est des propriétés un petit peu abstraites. On va juste faire des dessins essentiellement pour un petit peu comment ça marche. Si vous avez une application de grand E dans grand F, si l'ensemble de départ grand E est fini, f de E est aussi fini. Premier point. Et deuxième point, le cardinal de f de E va être inférieur ou égal au cardinal de E. Et, petite caractérisation, le cardinal de f de E va être égal au cardinal de E si et seulement si l'application f est injective. Donc là, je vais lancer le tableau blanc et puis après, on va passer dessus. Tac, tac, tac. Et je vais vous l'afficher comme ceci. Alors là, c'est la démonstration 2, entre guillemets. Alors, on va faire des dessins. Alors, au niveau dessin, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'un patatoïde. Donc ça, on va dire que ça représente grand E. On va avoir besoin d'un autre patatoïde qui représente grand F. Et ici, donc justement, on suppose que l'ensemble grand E, par exemple, c'est un ensemble fini, x1, x2, x3, etc. jusqu'à x. Qu'est-ce que j'ai mis comme lettre? J'ai pas mis de lettre. J'ai pas mis de lettre. Donc ce sera jusqu'à xn. Et on a, qui fait la jonction entre les deux, une application petit f. Ici,
on a au départ uniquement les abscisses x1, x2, x3 jusqu'à xn. Alors, les abscisses, les éléments plutôt. Conséquence à l'arrivée, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir f de x1, f de x2, f de x3, etc. Donc concrètement, c'est comme si on avait plein de petites flèches. Alors par exemple, hop, lui je l'entoure, on a une petite flèche qui va de là vers là. Mais f de x1, f de x2, f de x3, ils sont comme ça. F de x4, imaginez que je rajoute x4 comme ça au départ. Rien ne nous dit que le f de x4, que je les entoure ici en rouge, ne s'envoie pas. Mince, hop. J'ai mon truc à biper, qui a ripé. Rien ne nous dit que le x4 ne va pas se réenvoyer sur le même élément ici. Conséquence, si on s'intéresse à l'ensemble image de grand E par petit f, on va avoir déjà l'ensemble f de x1 jusqu'à f de xn. Cet ensemble, il est fini. On va de f de x1 jusqu'à f de xn. Donc, c'est pas un ensemble infini. Et comme il peut y avoir des images qui vont être identiques, si l'application n'est pas injective, ça signifiera que l'ensemble image sera plus petit que une sorte de cardinal, plus petit que n. Donc je vous écris ça juste en dessous, de manière très schématique. Si on note, hop, c'est très très moche, grand E égale x1 jusqu'à xn, donc là c'est un 1, là c'est un petit n, f de grand E, c'est f de x1, etc. jusqu'à f de xn. Il est fini, et de cardinal inférieur ou égal à petit n. De plus, et du coup c'est instantané, de plus, cardinal de f de E est égal à n, si et seulement si. Alors, si et seulement si quoi? Si et seulement si tous les éléments qui sont là-dedans sont tous distincts les uns des autres. Dire que tous ces éléments sont distincts, c'est dire que dès qu'on a un petit xi différent de xj, f de xi doit aussi être différent de f de xj. On va l'écrire tranquillement. Pour tout t différent de j, je vais formuler volontairement un tout petit peu différemment. Voilà. Donc ici, ce qu'on demande au départ, c'est que, dès que deux éléments sont différents au départ, les éléments soient différents à l'arrivée. Et bien ça, bien sûr, c'est la définition d'adjectif. Alors, question. Alors, déjà, première question, c'est que des valeurs discrètes dans les ensembles. Grand E, par hypothèse, est fini. Donc, en fait, c'est même pas des valeurs, c'est des éléments. On verra au fur et à mesure, de toute façon, mais on garde une certaine abstraction. Donc, c'est un ensemble fini, donc discret, effectivement. Alors, Léo.
À l'écrit, à l'oral, hop, je mets le micro. Il y a un truc que je comprends pas, c'est si eux, c'est un les entiers de 1 à 5, l'application c'est Pix, bah du coup ce sera f de e, ce sera pas un ensemble fini, ce sera des valeurs égales. On va le dire nombre entier. Si je prends l'ensemble racine de 2, virgule, pi sur 4, virgule 18, c'est un ensemble fini. Il a 3 éléments. Donc là, attention, quand on dit fini, on ne veut pas du tout que ce soit des entiers ou quoi que ce soit. Ça peut être n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Mais il y a un Ah nombre, ok, d'accord. mais il y a un nombre fini d'éléments. C'est tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? On est bon? Alors, on va retenir, hop, sur polycopier. Alors, si on avance un petit peu, je remets le PDF en plus grand. Ici. Donc ça, on fait un petit dessin et puis après ça se passe bien. Propriété théorème, qui va encore rappeler un petit peu les choses qu'on a déjà vues. Si on a une application entre deux ensembles finis, attention, de même cardinal, je remets un petit coup de flot là-dessus, on va avoir une espèce d'équivalence, enfin une équivalence, F injective, équivalent F surjective, équivalent F bijective. Alors, cette propriété, elle nous servira un petit peu pour... elle nous servira surtout pour certaines démonstrations de dénombrement. Mais sinon, à part ça, mis à part dans quelques exercices théoriques, les raisonnements sur les applications entre ensembles finis, vous n'aurez pas trop à en faire. C'est pas trop l'esprit. Donc là, la démonstration sera un petit peu le même principe que la démonstration précédente. On regarde un petit peu sur les... bon, le micro continue à saturer pour moi. Ah, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le micro qui sature beaucoup ou pas? Ah, ok. Ah, attendez, ne bougez pas. Je fais un tout petit réglage dans les paramètres. Alors, normalement, devrait moins y avoir le problème de saturation, mais vous risquez de m'entendre un petit peu plus faiblement, donc il faudra monter le son. Alors, est-ce que vous m'entendez quand même toujours à peu près? Ouais. Ok. Et donc normalement, ça devrait plus saturer. Ça ne devrait plus trop saturer, je pense. Alors, elles sont pas. Non, 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 il n'y a plus d'application hier du tout. Là, on a changé de chapitre. Je vous ai traumatisé avec mes applications hier. Là, c'est des applications entre ensemble. Alors, on verra au fur et à mesure ce que c'est. Mais là, pour l'instant, on reste un petit peu abstrait. Alors, tic-tac-touc. Où est-ce qu'on en était? Oui, donc on continue un petit peu. Là pour l'instant, bon, c'est une petite chose à noter. De temps en temps, ça servira, mais c'est pas essentiel. Là, par contre, on va attaquer des choses plus importantes. Des petites propriétés sur les cardinaux. Alors, on va pas trop se casser la binette parce que, essentiellement, vous les connaissez. Hein. Donc, on va juste les revoir ensemble. Première chose, si vous avez deux parties d'un ensemble grand E, qui sont finies, bien sûr, et disjointes, dans ce cas-là, le cardinal de la réunion, c'est la somme des cardinaux. Et même plus généralement, mais attention, là c'est important, si vous avez tout un tas de parties 2 à 2 disjointes, alors le cardinal de la réunion est égal à la somme des cardinaux. Alors, au passage, de temps en temps, vous pouvez la repérer ici, cette espèce de U qui est un peu à angle droit, c'est fait exprès. Lorsqu'on a une réunion disjointe, on peut utiliser comme symbole, je vais vous le mettre à côté, un espèce de symbole réunion un peu droit avec un espèce de barre horizontale en dessous. Donc si vous croisez ça, alors j'ai peut-être mis un petit peu trop là. Sur barre, des fois, si on fait dépasser un petit peu. Bon, donc si vous croisez ça, vous inquiétez pas, c'est juste que
ça veut juste dire que hop, c'est une réunion disjointe. Mais en général, de toute façon, et on le fera tout le temps, on l'écrira en toutes lettres. Parce qu'il faut éviter les ambiguïtés. C'est une espèce de pi à l'envers, si vous voulez, de produit à l'envers. Voilà, c'est tout. Donc ces deux formules-là, elles vont être très importantes parce que, alors on va beaucoup s'en servir, tout simplement parce que lorsque vous avez un exercice de dénombrement ou de proba, si vous avez un ou bien, par exemple on vous dit il se passe ceci ou bien ceci. Ce ou bien, ça se matérialise de manière ensembliste par une réunion disjointe. Et c'est pour ça que lorsque vous avez un ou bien dans un raisonnement de probabilité, vous allez vous retrouver à avoir des additions de cardinaux, des additions de nombre de cas favorables, si vous rappelez un petit peu ces choses-là. Donc souvent c'est un peu présenté comme des formules magiques en disant bah, si c'est un ou on fait un plus, si c'est un et on fait un fois. Donc vous avez sûrement bien gentiment accepté ça, on vous a peut-être expliqué un petit peu plus, mais ce qui est caché derrière de manière formelle, c'est là on y est, c'est une réunion disjointe pour le ou bien. Pour le produit, on verra un tout petit peu après. Hop, je vous le note ici. Alors, hop, je le remets hop, un petit peu mieux. Pensée ou bien réunion disjointe. Je vais en PDF un petit peu en grand, ça sera peut-être plus lisible. Alors, le cardinal complémentaire. Bon là, vous le savez en général, là vous connaissez la feinte. Le cardinal de complémentaire, on fait le cardinal de l'ensemble tout entier, moins le cardinal de grand A. Pas de souci pour les polis. Alors, si j'oublie, vous me demandez. Vous mettez un message, hop, et puis après, je rectifie. Il y en a qui me font ça régulièrement, il n'y a aucun problème, bien sûr. Ensuite, cardinal réunion quelconque. Donc là, ici, aussi, pareil, vous connaissez cette formule très bien. Si on a deux ensembles finis, A et B, alors bien sûr, c'est que pour les ensembles finis, le cardinal de réunion B, c'est le cardinal de A, plus le cardinal de B, moins le cardinal d'intersection. Donc ça, normalement, vous avez déjà croisé ce genre de formule. Il n'y a pas trop de soucis. On va pouvoir enchaîner, je pense. Pas de questions. Enfin, vous me dites qu'il y a des questions, mais sinon, on va avancer. On est bon? Alors, j'aimerais bien que... Voilà, on va s'arrêter là après, et on passera un petit peu aux exercices. Produit cartésien. Alors, le produit cartésien, pareil, c'est ça qui va nous mener au fois. Alors, ce ne sera pas évident un petit peu à imaginer, on va faire 2-3 exemples. Si vous avez deux ensembles finis, le produit cartésien, alors petit rappel produit cartésien, le produit cartésien E croix F, c'est l'ensemble des couples x, y, où x est dans E, y est dans F. Donc, un produit cartésien, c'est aussi un ensemble fini, et le cardinal de E croix F, c'est égal au cardinal de E fois le cardinal de F. De manière plus générale, si vous avez tout un tas d'ensembles finis, et que vous faites un produit cartésien, vous aurez encore un ensemble fini en faisant le produit cardinaux. Alors, petit exemple vite fait que je vais mettre à côté. Par rapport au produit cartésien, parce que vous pouvez vous dire, ouais, c'est bon, c'est super abstrait, mais ça, en fait, non, on va tout le temps utiliser parce que, tac, tac, en dénombrement. Imaginez par exemple, on va faire 2-3 petits exemples comme ça vite fait. Si je vous dis qu'on est en train de manipuler ou qu'on veut étudier, on va dire, des mots de n lettres. Et après, il y a plein d'exercices comme ça. Alors, en général, quand on parle de mots de n lettres comme ceci, c'est pas des mots qui ont des sens du dictionnaire, hein. C'est juste des assemblages de lettres. Ça, je pense que vous connaissez le principe. Alors, je vais le rajouter quand même à côté. Alors,
Alors, préoccupé. Préoccupé. De P ou pas de P? Non, pas de P. Je triche un coup. Alors, sans se préoccuper. Tac, tac. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc lorsqu'on parle d'un mot de n lettres, ça veut dire qu'on se préoccupe pas de la signification. Mais si vous avez un exercice là-dessus, on vous demande de dénombrer les mots qui contiennent, je sais pas, 3B et 4C. Ce genre de choses. C'est des petits trucs qui sont assez classiques. Bah, en fait, un mot de n lettres, c'est un assemblage de n lettres mises côte à côte. On peut se le représenter finalement par un n-uplet de n lettres. Autrement dit, le nombre de mots de n lettres, bah, ça va être un produit cartésien. Donc ici, tac. Si on note grand A comme alphabet, l'ensemble A, B, C, etc. jusqu'à Z, l'alphabet. L'ensemble des mots de n lettres, alors oui, du coup, le petit n, c'est un peu trompeur. Hop, on va mettre un chiffre, comme ça, il n'y aura pas de confusion. Hop, au lieu de n, je vais mettre 12, par exemple. L'ensemble des mots de 12 lettres va être tout simplement c'est A puissance 12, c'est-à-dire A, croix A, etc. Et donc ici, c'est plutôt dans le sens qu'il faut que je le mette les points de suspension. Hop, je rectifie ça. Bougez pas. A, croix, croix A. 12 fois. Conséquence, le cardinal de l'ensemble des mots de 12 lettres, bah ça va être le cardinal de la puissance 12, 26 puissance 12. Parce qu'on fait le produit cardinal de A fois cardinal de A fois cardinal de A. Hop, je me suis trompé. Tac, tac, tac. 2 cardinal. Cardinal de A, le tout puissance 12. Et il y a plein de situations comme ça où on va avoir en fait des listes tout simplement. Autre exemple à la volée. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? J'en sais rien. Si on fait un tirage de 3 numéros dans l'ordre. Tirage de 3 numéros dans une urne à 7 boules. Et je précise, tirage de 3 numéros avec remise. Donc à chaque fois on réinitialise l'urne. Donc du coup on reprend bien un numéro au pif parmi les 7. Et ordonné. C'est-à-dire que l'ordre dans lequel... Pourquoi 26 le nombre de lettres dans l'alphabet. Donc tirage 3 numéros dans une urne avec 7 boules, avec remise et ordonnée. Bah là ici, tout simplement, le nombre de tirages, c'est 1, 7. Donc l'ensemble des entiers entre 1 et 7, ça c'est pour repérer la boule. Et tout simplement au cube.
2 cardinal, 7 au cube. Ordonnée. Ça veut dire que si on fait, je précise un petit peu ce truc-là, voilà. Ça veut dire qu'on accorde une importance à l'ordre dans lequel les boules sont tirées. Donc ça veut dire que si par exemple on fait la boule 1, puis la 5, puis la 4, bah on considère que c'est pas le même résultat que d'avoir eu la boule 1, puis la 4, puis la 5. Ou vous pensez au tiercé pour des chevaux, ou vous pensez à un classement quelconque, et c'est le même principe, quoi. On est bon là-dessus? Donc ces genres de situations, du coup assez concrètes, des trucs assez classiques auxquels vous êtes familiers, et vous n'avez peut-être pas forcément réalisé que lorsqu'on vous faisait faire ce genre de choses, bah, c'était des produits cardiaques qui étaient cachés derrière. Donc en fait maintenant vous le savez, et vous n'avez plus raison de vous tromper. Allez, je repasse un petit peu au polycopier, et petite propriété pour terminer, c'est sur le nombre d'applications. Donc là on va faire juste un petit schéma vite fait. Le nombre d'applications d'un ensemble grand E dans un ensemble grand F, c'est le cardinal de grand F puissance cardinal de grand E. Alors là, on va faire un petit raisonnement vite fait en 2-3 phrases. Au passage, vous vous rappelez l'espèce de notation bizarroïde quand on met du grand F exposant grand E? En fait, elle vient de là, cette notation. Étant donné que lorsque ces ensembles finis, le nombre d'applications, c'est cardinal de grand F puissance cardinal de grand E, on a noté l'ensemble des applications comme grand F puissance grand E. Tout simplement. La plupart du temps, ça n'a pas vraiment de sens en soi, mais c'est assez pratique pour faire le lien avec ces formules-là. Alors, micro-démonstration pour la proposition 8. Je ne vous ai pas le PDF en... Je vous essaie le PDF en petit. Hop, le temps que je prépare l'écran. Je rajoute une page. Et je rebascule. Alors, pour la démonstration 8, donc on a un ensemble grand E fini, et on a un ensemble grand F fini aussi. Les deux sont finis. Ici, l'ensemble grand E, on va le noter un petit peu comme tout à l'heure, x1, etc. jusqu'à xn. On veut construire une application. Donc construire petit f de grand E dans grand F. C'est choisir f de x1, etc. jusqu'à f de xn dans cet ordre. Et faire ça, si on repense un petit peu à ce qu'on vient de faire, c'est en fait un petit peu comme un produit cartésien. Tout simplement parce que choisir f de x1, il va y avoir... Ah, pardon, je n'ai pas précisé. Hop. Le cardinal de grand F, on va l'appeler P, par exemple, de manière complètement arbitraire. Ici, pour choisir f de x1, on va avoir P possibilités. Ensuite, choisir f de x2, re-P possibilités, etc., 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 jusqu'à choisir f de xn, P possibilités. Alors c'est là les espèces de et entre guillemets qui sont un peu trompeurs. C'est choisir f de x1, et puis choisir f de x2, et puis choisir, etc., et puis choisir f de xn. Là, on fait un produit. Pourquoi? Tout simplement parce que petit f est caractérisé, on va dire ça comme ça plutôt, par le n-uplet f de x1, etc. jusqu'à f de xn. Et ce n-uplet, où est-ce qu'il est? Il est dans... Alors, je vais faire juste une petite... hop.
qui appartient à grand F exposant petit n. Autrement dit, le nombre d'applications, c'est exactement le nombre de n-uplet, c'est-à-dire le nombre d'éléments de grand F puissance n. Donc le nombre d'applications, c'est cardinal de grand F, le tout puissance n. C'est ce qui est égal au cardinal de F, le tout puissance n, c'est-à-dire cardinal de F exposant cardinal de E. Donc ici, attention, c'est bien grand E, là, tout à la fin. Vous voyez bien comme ça quand je mets l'écran sur le côté droit de la... Enfin, le tableau sur le côté droit de l'écran, c'est lisible, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors même ceux qui sont sur tablette, téléphone, vous vous débrouillez, c'est bon, ça passe. S'il y en a qui ont des soucis, au fur et à mesure, je peux ajuster. Ok. Alors, on retourne hop, sur le PDF. Alors, conséquences pratiques, c'est encore un peu le même genre. Le nombre d'applications, ça correspond à quoi? Toutes les fonctions possibles qui vont de grand E dans grand F. C'est application au sens fonction. Donc, ici, on a des ensembles finis, au départ et à l'arrivée. Mais par exemple, si vous avez au départ, vous avez un ensemble ABC et qu'à l'arrivée, vous avez tous les entiers entre 0 et 12, f de A, ça peut être un nombre, c'est n'importe quel nombre entre 1 et 12, f de B, c'est un nombre entre 1 et 12, etc. etc. Et une application F, c'est la donnée des images, et toutes les applications, c'est toutes les possibilités. Alors, dernière petite propriété, le nombre de parties. Ici, alors c'est encore avec le même genre de raisonnement, mais si vous avez un ensemble fini cardinal grand N, le nombre de parties de E est égal à la puissance n. Écriture symbolique, le cardinal de P de E est égal à 2 puissance cardinal de E. Alors ce truc là, encore une fois, tout simplement parce que, alors il y a une feinte avec les applications, mais à l'oral, ce qu'il faut vous dire, comment est-ce qu'on détermine une partie de grand E? Je vais peut-être faire 2-3 phrases quand même, juste en dessous là-dessus. Déterminer une partie de grand E, c'est pour chaque élément dire si on le prend ou on ne le prend pas. Autrement dit, à chaque élément, on associe un... Alors si on veut faire version informatique, on peut dire un booléen vrai ou faux, sinon un chiffre 0 ou 1 pour dire 0 je le prends pas, 1 je le prends. Et en appliquant ce qu'on a vu au-dessus, à l'arrivée, si pour chaque élément on a deux choix, on fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 puissance n. Alors, on n'a pas dit des fois ça peut être les mêmes. Ah oui, lorsqu'on fait une application, ça peut être les mêmes. Peut-être que f de A, ça peut être f de A et f de B peuvent être égaux à 12. Mais c'est pas interdit. Et d'ailleurs, on l'a pris en compte. Alors, j'écris ça, 2-3 petites phrases en dessous. Un petit peu ce qu'il faut se dire. Je l'écris en texte, tout simplement. Alors, la version un peu, peut-être un peu enfantine, mais c'est pas grave, c'est que pour chaque élément de grand E, on le prend ou bien on le prend pas. Oui. Conséquence, pour le premier élément, si je détaille encore un tout petit peu en dessous, pour x1, on a deux possibilités. Avec un S, ça ira mieux. Pour x2, encore 2, etc. Jusqu'à pour xn, encore 2. Et donc si on fait le bilan,
On a encore un produit cartésien, 2 fois 2 fois 2 fois 2, 2 puissance n. Donc là, hop, je mets juste une petite flèche comme ça. C'est un petit peu pour... Alors, ce truc-là, c'est juste pour que vous arriviez, pour que vous arriviez à peu près à retenir le principe. C'est un petit peu ça. On est bon? Alors, je vous laisserai réfléchir. S'il y a des questions, vous me redemanderez là-dessus. Alors, on est où? Il est 11h50. On va pas attaquer les listes, c'est pas intéressant. Je vais vous proposer pour finir, il reste 10 minutes à peu près, je crois que c'est ce qu'on a fixé, ouais, c'est ce qu'on a fixé. Je vais vous laisser vous mettre dans le Discord pour les répartitions.